Il y a un lien organique, vraiment, entre les deux. Parce qu'au point de départ de la charge mentale, il y a la femme qui adopte une identité particulière, l'identité de la ménagère. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Hein. Ça, c'est mon modèle. Hein. C'est le modèle que j'ai dégagé de dialogue avec des centaines de femmes, de dialogue actuel avec mes étudiantes, qui me permet de comprendre que, non pas quand elle se met en couple, mais quand l'enfant arrive, la femme chope, je dis ça, comme on chope un virus, quoi. C'est dans l'air et on l'attrape. L'identité de ménagère. L'identité de ménagère, elle inclut le mythe de la femme parfaite, la mère parfaite, la bonne mère. Et ça résonne avec les comportements qu'on a observés de nos mères, nos grands-mères, ou bien des femmes qui, au niveau des croyances sociales, sont valorisées, sont validées comme des bonnes femmes, des bonnes mères, etc. Et du coup, par rapport à la charge émotionnelle, eh bien, ça découle directement de ce rôle parce que si on s'identifie à une espèce d'archétype, quoi, l'archétype de la femme bonne, de la mère bonne, c'est celle qui prend tout en charge. C'est celle qui se sacrifie, c'est celle qui est dans l'abnégation, celle qui se fait passer en dernier lieu après tout le monde. Et l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle considère son conjoint comme un incapable. Et du coup, on est nombreuses, et moi-même qui à l'époque ne me suis pas plainte de quelque chose d'analogue à la charge mentale, j'ai eu cette pensée que c'était un enfant de plus, que mon conjoint était un enfant de plus. Et du coup, on rejoint la définition canonique de la charge mentale, c'est le fait de penser à tout pour tout le monde. Évidemment, alors je prends en charge aussi la dimension affective. Il faut vraiment faire gaffe à éviter de partir du côté de l'essentialisme. Les petits bébés naissent également capables et incapables, dotés d'un infini potentiel, et ce sont nos conditionnements qui surviennent dès la naissance, dès tout petit, puisque quelqu'un comme Cyril Niquin dit que dès la maternité, les sages-femmes parlent différemment, les infirmières parlent différemment aux petits garçons, aux petites filles. Et les conditionnements vont se poursuivre de la même manière pour coller aux stéréotypes de l'homme, hein, de ce que c'est qu'être viril. On ne va entre mecs, quand ils rejoignent les pères, quand ils passent de l'influence de la mère à l'influence des pères, PAIRS, on parle d'action, on parle de faire, on parle de performance, on ne parle jamais d'intériorité. Tandis que les filles qui restent à côté des mères, beaucoup plus, hein, je dis des généralités évidemment, il y a toujours, hein, not all women, not all men, on est d'accord avec ça. Hein. Mais donc de façon générale, les femmes gardent plus leurs filles près d'elles et se racontent leur salade de filles. À la cour de récré, les filles se racontent leur salade de filles. Et on pourrait dire, oui, mais c'est des conneries, c'est pas intéressant. Mais si, c'est intéressant parce que, ce faisant, comme notre lexique, l'étendue de notre lexique définit ce que nous percevons, notre capacité à percevoir est d'autant plus fine que nous avons plus de mots pour nommer notre expérience, et bien les filles ont une expérience beaucoup plus fine de la chose affective que les hommes. Et il faut bien se dire que les garçons, je ne sais pas si c'est plus ou moins que les filles, mais ont été particulièrement brimés en matière d'expression de l'affectivité. Hein. Quand on est un garçon délicat, avec une veine un peu artistique, on se fait traiter de chochotte, de pédé, de machin. Du coup, ils répriment tout ça. Du coup, ça leur est étranger. Ça leur est relativement étranger, ça dépend des individus. Et du coup, là, on est en terre inconnue, quoi. Donc, il y a un apprentissage à faire. Et moi, j'aime beaucoup la position d'une personne très brillante qui s'appelle Laurence Dudek, qui est psychopédagogue, sexologue, etc., thérapeute de couple. Et Laurence Dudek, elle dit, mais l'idéal, comme on forme couple en étant en fait pas du tout préparé à ça, hein, on n'a pas appris à former couple, eh bien, on devrait être très humbles tous les deux, partir sur l'idée qu'on s'aime
et partir dans un rapport de co-apprentissage ou de co-éducation. Tiens, je souffre de ceci, j'ai envie qu'on travaille ensemble pour que ça évolue, mais avec beaucoup d'humilité, quoi. Puisqu'on a été mis en contact par Caroline von Bebikov, hein. Caroline, elle me faisait remarquer que on communique tellement pas et tellement mal que finalement, au sein du couple en général, on ne communique que quand il y a des tensions et du coup, on a tendance à établir une équivalence entre communiquer et se disputer, en fait, s'engueuler, quoi. Les gens ne communiquent que pour s'engueuler. Et donc, il faudrait établir un modus vivendi au sein du couple qui fait qu'on communique aussi pour parler de choses agréables. Hein, donc, on repacifie le dialogue, la communication, et déjà, on dialogue parce que les femmes sont énormément à supposer. Je devine ce que tu penses, je sais mieux que toi ce que tu penses, c'est-à-dire à partir sur des procès d'intention, quoi. Je sais ce qu'il pense, je le connais. Parce qu'en fait, la charge mentale débarque quand l'enfant paraît, déjà. Hein. Donc, avant que l'enfant ne paraisse, on forme un couple. Et j'ai dialogué hier avec un homme qui forme les futurs papas aux soins, justement, au care du bébé. Il m'a dit des choses, disons qu'on était très très heureux de s'écouter mutuellement, parce qu'on s'est confirmé des choses qu'on avait constatées, moi avec le point de vue des femmes, lui avec le point de vue des hommes, mais en plus il m'a révélé des trucs. C'est qu'en tant que femme, je viens de le dire à l'instant, on suppose, on fait des procès d'intention. Par exemple, l'illustratrice Emma, c'est une star en la matière, quoi. Avec combien d'hommes est-ce qu'elle a dialogué pour pouvoir affirmer qu'un homme qui attend qu'on lui dise que faire, c'est un homme qui estime qu'il n'a rien à faire au sein du foyer. Ce n'est pas vrai du tout. Ce que je sais pour avoir parlé avec des hommes, mais ce que m'a confirmé la personne avec qui j'ai parlé hier, c'est que, en référence à cette position que la femme prend quand l'enfant paraît, donc boum, je chope l'identité de ménagère, boum, je deviens la matriarche. Quand on parle de matriarcat, on pense à un matriarcat archétypal. Et en fait, quand elle chope le matriarcat, quand l'enfant paraît, c'est un matriarcat névrotique. Dans le sens où elle entre dans des tensions, dans des contradictions intérieures, hein, que je vais décrire maintenant, à savoir que je veux être une bonne mère. Donc, mais je me dévoue entièrement, je m'oublie, je ne pense qu'à mon enfant, je veux pour lui une vie idéale, etc., etc. Je me sacrifie, je m'abnie. Je renonce à tout ce qui a de la valeur pour moi, à mes passions. J'ai fait 14 ans de conservatoire, je suis une star au piano. J'arrête le piano pour m'occuper de mon enfant. Et pendant que je renonce à tout ce qui m'anime, je ne recharge plus mes batteries. Donc mes batteries, elles baissent, elles baissent, elles baissent, elles baissent. Pendant qu'elle s'investit totalement par rapport à son enfant, il se passe quelque chose avec son conjoint. Et ça, c'est ce que m'a révélé Gilles, et que je n'aurais vraiment pas pu trouver toute seule parce que je n'ai que des points de vue de femme. Ce que Gilles m'a dit, c'est que le mec, donc le conjoint, il se retrouve pendant qu'ils sont en couple, il est la prunelle de ses yeux à elle. Quand l'enfant paraît, il est disqualifié au profit de l'enfant, il n'est plus la prunelle des yeux, c'est l'enfant la prunelle de ses yeux à elle. Et non seulement ça, il est doublement disqualifié parce qu'elle le repousse. Hein, déjà, elles ont tendance à considérer que l'enfant, c'est leur bébé, c'est leur poupée, mais en plus, elles le disqualifient, elles l'envoient se faire voir parce qu'il fait tout de travers. Et donc, le mec, il est super, super humilié. Et quand on est humilié, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, j'ai vu et des hommes et des enfants le dire. Mais elle m'a humiliée, mais qu'elle le fasse toute seule, hein. Et donc, elle se retrouve là, pendant X mois ou X années, à avoir tout fait, à avoir été sur un petit nuage qui s'épuise quand même un petit peu. Elle retourne au boulot, elle s'effondre et elle se dit « mais il ne fait rien ». Comment pourrait-il faire quelque chose quand il a été humilié comme il l'a été? Il y aura quelque chose de plus égalitaire avec les hommes quand les femmes arrêteront d'être soumises. Dans les milieux féministes, on parle du patriarcat et de la domination masculine, etc. Et on dit Récemment, j'ai entendu une interview où la personne disait « je suis dominée ». Pardon, tu n'es pas dominée, hein, tu es soumise. Tu te soumets. Et ce qui se passe, c'est que culturellement, je ne sais pas s'il faut dire anthropologiquement, mais culturellement en tout cas, nous sommes conditionnés depuis la petite enfance pour nous soumettre, les femmes.
tu ne la ramènes pas. Une gentille fille, moi, ma mère, dès ma petite enfance, m'a dit que j'étais méchante. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et c'est en travaillant sur la charge mentale que j'ai compris que méchante, c'est le contraire de gentil, et gentil, c'est le synonyme de docile, qui fait ce qu'on lui dit de faire, qui fait ce qu'on attend d'elle qu'elle fasse. Et donc, c'est qui ne la ramène pas, qui est toujours en mode mineur. Et d'ailleurs, à l'âge adulte, mais il s'est confirmé que j'étais une méchante, parce que j'ai beaucoup dérangé, et qu'il est arrivé que dans un milieu professionnel, un directeur me refuse ce boulot pour lequel je collais parfaitement au profil demandé. Il m'a dit, toi, tu es dangereuse. Voilà. Donc, une femme qui a du caractère, qui n'est pas gentille au sens de docile, c'est une personne avec qui on court des risques de voir son pouvoir basculer. Et donc, le truc, c'est que le système nous formate pour que nous soyons soumises au système. C'est pas vraiment au mec qu'on doit être soumise, c'est pas à notre enfant qu'on doit être soumise, c'est au système. Et le système, qu'est-ce qu'il nous prescrit? En quoi est-ce qu'il veut qu'on lui soit soumise? C'est que il y a, et ça il y a des références, donc, mon bouquin, je parle de ça dans mon bouquin. Il y a une personne qui est une psychologue féministe qui a écrit un bouquin paru en 62 qui était un must-read pour les femmes de la vague des années 60 féministes. C'est La femme mystifiée de Betty Friedan, qui dit que les femmes, depuis les années 50, font l'objet d'un travail d'ingénierie sociale, un conditionnement qui est matraqué en permanence, mais plus que jamais actuellement, puisqu'on est constamment sous influence actuellement, avec les réseaux sociaux. On est tout le temps sous influence, ce qui était beaucoup moins le cas avant l'avènement du web. Ce truc dans lequel on nous entretient depuis qu'on est petite, c'est le mythe de la féminité. Et le mythe de la féminité nous prescrit le scénario d'une vie de femme. Ma fille, tu seras docile pour commencer. Ensuite, tu t'occuperas d'être jolie, hein, les ongles, les cheveux, le poids, etc., être mignonne. Pourquoi faire? Mais pour séduire, pour te choper un mec, pour te marier. Je ne vais pas poser les questions rhétoriques, hein. Pour te marier, pour avoir des enfants, pour avoir une maison, pour astiquer ta maison, pour aller chez Ikea équiper ta maison, pour avoir une voiture, etc. Il faut quand même savoir que un enfant, l'éducation d'un enfant, suivant les sources, ça représente un investissement on est entre Belges, entre 170 et 300 000 euros. Et donc, c'est une manne pour l'économie. Donc là, on voit les femmes investies d'un rôle économique important, puisqu'elles permettent, par le fait d'enfanter, de reproduire le système. Hein. Elles fabriquent des petits consommateurs et des petits producteurs. Et pendant le processus, elles consomment. Et donc, plus d'égalité. Mais c'est très difficile, plus d'égalité, dès l'instant où la femme est soumise, en fait. Elle est soumise. Et elle ne se rend pas compte de à quel point elle est soumise. Elle ne se rend pas compte de ça. Et que même l'autorité qu'elle exerce, ça fait partie de sa soumission. Ça fait partie de ce matriarcat névrotique. Le problème, c'est de vouloir, et c'est un gros travail de déconditionnement auquel on procède avec mes étudiantes quand elles s'engagent dans le parcours, hein, c'est se déconditionner de ce rôle de mère qui prend tout en charge et qui, ce faisant, fait la carpette. Mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'anticiper les besoins de tout le monde? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller servir son mec? Qu'est-ce qu'elle a besoin? En fait, les coachs en relation amoureuse, hein, mais c'est basique, quoi. C'est un truc basique. Ne va pas au-devant de ses besoins, n'y va pas. Attends qu'il vienne, laisse-lui l'initiative. L'homme est un chasseur. Et en fait, les chouettes psys, elles n'aiment pas ce mot-là, hein, castré. C'est parce que c'est un mot freudien, mais en fait, elles coupent toute envie de prendre des initiatives, d'exercer toute forme de créativité, quoi. Il faut arrêter
de décider de tout pour tout le monde et d'être la manager en chef de sa maison. C'est ça le truc. Moi, ma phrase, c'est la mer se retire, hein, mais avec des marées belges, hein, des marées d'1 kilomètre. Hein. Et c'est un gros travail de déconditionnement que de se retirer, parce qu'alors, ce qu'elles ont, inconsciemment, hein, c'est fort inconscient, c'est ils sont incapables. Donc mes enfants sont incapables. Oui, quand ils sont petits bébés, mais regardez du côté de Montessori ou de où vous voulez. En fait, les enfants, dès qu'ils sont debout et que la coordination motrice s'installe, ils sont capables de beaucoup de choses, tout de suite, et ils ont envie. Et le conjoint, eh bien, ce qui se passe, c'est que, et certaines de mes étudiantes, leur belle-mère s'est excusée de leur avoir livré un manchot. Oui, ce qui se passe, c'est que les belles-mères, elles livrent à leur belle-fille un enfant qui a un compte en banque, une voiture et qui est capable de faire des bébés. Mais c'est un enfant. Et ce mec, je l'aime ou je le méprise? J'ai conscience de ça et je pense qu'il faudrait éduquer les jeunes femmes avant qu'elles ne se mettent en couple ou bien avant qu'elles n'aient un bébé en tout cas, pour qu'elles sachent qu'elles ont épousé un petit avec des moyens d'adulte. Parce qu'alors le mec, effectivement, il va, sur certains points, il va avoir besoin d'être éduqué comme un enfant, mais avec le ménagement que tout le monde mérite, y compris les enfants. Donc on ne se met certainement pas en position pyramidale dans ses relations au sein de sa famille. On est la référente, certainement, puisque par tradition, on est omnisciente concernant la chose domestique. Mais ce n'est pas parce qu'on est omnisciente qu'on doit être castratrice, humiliante, etc. Ça, c'est pas du tout la bonne voie. Ouais, et c'est pas seulement ça. C'est que aussi, moi, j'ai énormément de femmes dans ma communauté et de femmes en transition écologique aussi, puisque ça, c'est mon point de départ, hein, qui sont super qualifiées. Enseignement supérieur, mais surtout universitaire jusqu'au doctorat. Et ces femmes, et ça c'est vraiment la tradition qui pèse sur nous, la façon dont notre société est organisée, qui privilégie les hommes quoi qu'il arrive dans la sphère professionnelle, et qui fait que, là je ne vais pas sortir mes chiffres et mes statistiques, sinon on est parti pour loin, mais on a des femmes super qualifiées, et je vais dire surqualifiées par rapport au job qu'elles acceptent. On a une licenciée en droit qui accepte d'être employée de banque, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elles s'emmerdent au travail parce qu'elles fonctionnent en deçà de leurs capacités. Souvent, elles dérogent à leurs valeurs. Je suis écolo et je bosse dans le pharmaceutique. Donc, il n'y a pas seulement les burn-out, il y a aussi les bore-out et les brown-out. Et donc, elles sont humiliées dans la sphère professionnelle. Et donc, effectivement, la sphère domestique est leur zone de pouvoir. Mais comme il y a eu humiliation et colère de ce côté-là, c'est pas très sain ce qui se ramène à la maison. Et ça, je tiens à confirmer que tout ça me vient de témoignages et de mes étudiantes et de femmes de ma communauté. Je ne l'ai pas sucé de mon pouce. Je n'oserais pas dire ce genre d'énormité de mon propre chef. Si elles lâchent du mou, mais vraiment, si elles font confiance, donc c'est revenir à l'amour, hein, c'est décider que ce qui se passe, c'est qu'on est tellement entendu dans la sphère domestique qu'on va se mettre de façon névrotique, j'emploie beaucoup ce mot-là ici, mais c'est comme ça, on va se mettre à privilégier les objets et leur manutention. C'est pour ça que la démarche minimaliste est essentielle. Minimalisme, comme ça on a le moins de choses possibles à manutentionner et se retirer, c'est-à-dire avoir foi en la capacité, en la volonté des autres de contribuer, en la volonté des autres d'apporter leur contribution, leur pierre à l'édifice, leur désir de le faire, mais un désir maladroit, ce qu'on n'a pas appris à faire, on ne sait pas le faire. Et donc, oui, je reste la référente. Oui, c'est vers moi qu'ils vont venir. Quand mes enfants voudront faire des gaufres, ils vont chercher la recette, etc. Ils font ce qu'il faut. Et je leur dis, et le geste complet, c'est aussi de ranger la cuisine quand tu as fait le travail. Et je te montre comment ranger la cuisine, parce qu'on ne va pas tous mettre la même chose derrière l'expression « ranger la cuisine ».
Donc vraiment, il faut communiquer. Et donc on y va comme ça, avec son conjoint, etc. On leur rappelle qu'on s'aime, on leur rappelle qu'on forme une famille de gens qui s'aiment. Et parfois, la femme, elle est tellement tendue qu'elle est dans la colère, et tout ce qui lui vient, c'est de l'aboiement. Donc elle est comme, elle parle en chacal, hein, comme dit Rosenberg. Et du coup, les autres, mais ils sont crispés, donc ils n'osent rien faire, ils n'ont envie de rien faire. Et donc, une fois qu'on apaise tout ça, une fois qu'elle fait confiance en leur proactivité, en leur créativité, eh bien, des gens en qui on a confiance, à qui on fait confiance, se montrent dignes de confiance. Moi qui ai été enseignante, je peux vous le dire, hein. Je peux vous le confirmer. Et à partir de ce moment-là, ça se fait ensemble, organiquement, hein. Mais elle récupère du temps, quoi. Et de l'apaisement, du temps, les liens reprennent la place qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Et là, elle retrouve de la disponibilité, de l'énergie, etc. pour s'accomplir à l'extérieur. Ça ne va pas nécessairement être dans son job, mais elle va pouvoir penser à toutes ces choses auxquelles elle a renoncé, au profit de cette mythologie de la famille parfaite, etc. Mais donc elle a renoncé notamment à s'accomplir professionnellement, elle a renoncé à ses passions, elle a renoncé à ce qui remplit ses batteries en fait. A priori, j'aurais considéré que je n'étais pas concernée. Hein. Moi, mes enfants, ils ont été petits dans les années 80. Donc, et en plus, à l'époque, je ne me plaignais pas de charge mentale. Je suis tombée sur... moi, j'avais un profil atypique parce que je pense que le fait de ne pas avoir été éduquée dans ma famille, j'ai été mise en pension. Moi, j'étais un enfant du juge, donc de 2 à 18 ans. J'ai pas été avec ma mère, j'étais avec ma mère un week-end sur 2. Et du coup, je pense que j'ai échappé à toutes les imprégnations qui pèsent sur les filles. Et du coup, quand je me suis retrouvée en couple, je n'ai jamais eu l'idée de faire la carpette pour mon conjoint, ni pour mes enfants. Et dès que les enfants ont eu acquis la coordination motrice, au boulot les petits amis. Donc pliage de chaussettes dès les 2 ans, et tout a été très organique. Donc le problème ne me concernait pas, d'autant plus qu'on considère ça comme une question d'âge, quoi. Ce sont les mères de famille, etc. Alors que la charge mentale, c'est pour tout le monde. Parce que la charge mentale, c'est un visage de notre aliénation collective, c'est-à-dire de nos conditionnements collectifs, pour entrer dans cette machine, là c'est des propos un peu marxistes, hein, pour entrer dans la machine économique en fait. Hein. Et donc, comment je me suis intéressée à la charge mentale? Moi, je suis une écolo depuis la nuit des temps. Je viens de penser au fait, comme j'établis une collaboration avec une association écolo pour l'instant, pour rentrer en Belgique, promouvoir mon livre, Les Amis de la Terre. Je me suis rendu compte que je suis devenue écolo l'année où les partis écolos sont nés, notamment le parti écolo en Belgique, en 74. Et depuis cette époque-là, je me suis comportée comme les gens se comportent maintenant, à part qu'on passait pour des toqués à l'époque, quoi. On passait pour des siphonnés, littéralement. Hein. Et donc, il y a 4 ans à peu près, je me suis dit, bon, c'était monté à la surface, c'était devenu une tendance. Et donc, je me suis dit, je vais accompagner les femmes dans leur transition, dans la transition familiale. Bon, comme la transition n'est pas le sujet, je ne fais pas de digression. Et rapidement, je me suis rendu compte, donc là j'ai fondé Tribuzen. Et là, comme je dialogue beaucoup, j'ai demandé, mais les filles, vous vous sentez concernées par la problématique, comment se fait-il que vous ne vous bougiez pas, que vous ne vous engagiez pas? On m'a répondu, j'ai pas le temps. Derrière, j'ai pas le temps, il y a la charge mentale. Et je me suis mise à m'interroger sur la charge mentale à partir de là, mais avec le bagage qui était le mien. À savoir que j'ai quand même 5 masters dans des orientations littéraires sciences humaines, que quand j'ai fait ma formation en communication à l'UCL, je me suis fait un cocktail de cours orienté autour de la culture et la communication de masse, et que alors comme je suis quelqu'un de passionné, je n'ai pas pu m'empêcher de me passionner effectivement pour le sujet, et que j'ai élaboré ma réflexion sur le sujet en dialogue avec des centaines de femmes, vraiment. Et ce qu'il y a de très intéressant, je pense que comme je suis quelqu'un d'assez cash, comme on dit en langage commun,
J'ai induit ça chez les femmes qui me répondaient. Et leurs réponses, elles m'ont parlé de ce dont elles avaient honte. Dans mes questions, c'est-à-dire si elles en ont honte, elles n'en parlent pas. Hein. Et dans mes questions, j'ai aussi demandé, mais quand tu te comportes comme ça, comment réagissent tes enfants et ton conjoint? Donc c'était très intéressant d'avoir le feedback des enfants et du conjoint. Il y a à chaque fois eu des indices par rapport à leur comportement à elles. Et ces réponses-là m'ont permis de faire émerger le côté obscur de la charge mentale. Et donc ce dont j'ai parlé maintenant dans cet échange, c'est du côté obscur de la charge mentale. Et c'est très intéressant parce que quand les femmes se plaignent, hein, il y a par exemple sur Instagram, il y a le compte Ta pensée à, où cette personne, elle incite en permanence les femmes à se plaindre et elles ne font que se plaindre de leur conjoint. Mais minute quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour être dans cette situation-là? Et si tu te demandais comment tu fais pour générer ce dont tu te plains? Et donc, il y a la façon dont j'aborde la charge mentale, elle est fort colorée par le fait que je suis pédagogue, je suis coach et que ça ne suffit pas d'en parler. Moi, je veux aider les personnes à en sortir. J'y arrive quand les personnes s'engagent dans le parcours de formation avec moi. Hein. Parce que consommer des contenus, le nombre de personnes qui me disent « Wow, Patricia, ce que tu dis, c'est vraiment dur à entendre, mais merci pour les prises de conscience. » Mais une prise de conscience n'est pas un changement. S'informer, ce n'est pas se transformer. Donc il faut vraiment faire le shift et se décider, allez, hop, elle m'a déjà fait souffrir suffisamment comme ça, en me révélant, en me faisant faire ces prises de conscience-là. Maintenant, je m'embarque avec elle. Je vois qu'elle a la force de me soutenir pour que j'opère ces shifts-là. Et donc, effectivement, dans le parcours de formation, je suis très à l'écoute. Ça, c'est vraiment ma spécificité. Je ne leur balance pas un truc que j'ai inventé. Je les écoute très fort et je désamorce beaucoup. Donc, on a déjà assez souffert comme ça, on a déjà été assez en tension comme ça. Quand on se rend compte à quel point on a contribué à son problème, qu'on commence à s'insulter, à se juger, je dis stop. Arrête avec ce truc. Et ce qu'il y a de fort intéressant, c'est qu'on est dans un monde laïque, pragmatique, on ne croit qu'au démontrable, au quantifiable, au machin. Je dis non, attends, arrête de te juger. Arrête d'essayer de trouver des explications, laisse venir. Et parce qu'on laisse venir, il y a des choses qui s'organisent dans l'invisible. Alors, sur la question de la double charge du fait que c'est elles qui viennent réparer, il y a vraiment un gros travail d'humilité à faire. Il faut se dire que les garçons, les hommes qui ont été des garçons, d'abord ils ont été humiliés par leur mère. Hein, quand on dit « il reste là à attendre que je lui dise que faire » ou bien « il vient me demander que faire », il faut quand même se rappeler que à beaucoup de garçons, on a dit « arrête de t'agiter, assieds-toi là tant qu'on te dise que faire hein. ». Déjà. Donc ils attendent qu'on leur dise que faire tellement ils ont peur d'être humiliés. Ce sont des traumas, ça s'appelle des traumas ces machins-là. Hein. Et en plus, on a entretenu chez eux, parce que sociétalement c'est ça qu'on attend d'eux, on a entretenu chez eux une insensibilité émotionnelle. C'est ce qu'on appelle le freeze dans les réponses au stress. Hein. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et donc, ah oui, il n'y a rien. Donc, si on veut, il faut beaucoup d'amour. L'amour, c'est l'alpha et l'oméga. Hein. Donc, si on veut continuer sa vie avec ce mec-là, il faut y mettre de l'amour. Il faut s'excuser. Il faut s'excuser de l'avoir humilié. Il faut induire le dialogue. Et donc, la maman, elle a beaucoup de responsabilités, ou la femme ou la conjointe a beaucoup de responsabilités, mais là, hein, c'est comme si on était au bout du parcours. Et ça, c'est les prises de conscience que m'ont fait faire
mes étudiantes les plus récentes, c'est on part d'un matriarcat névrotique et on arrive à un matriarcat serein. On rejoint, on tend vers le matriarcat archétypal. Pour ça, effectivement, il faut avoir soigné ses blessures. Et soigner ses blessures, c'est le travail d'une vie. Hein. Mais aussi, il faut prendre de la hauteur, prendre du champ et chaque fois se reposer la question de ce couple-là. Est-ce que je le rechoisis? Ce mec-là, est-ce que je le rechoisis? Mais maintenant, on rejoint les discours des thérapeutes de couple, et notamment quelqu'un comme Esther Perel, qui est une thérapeute de couple belgo-new-yorkaise, brillantissime, qui dit « mais attention, quoi, avant les gens mouraient à 45 ans. Donc qu'on forme un couple jusqu'à la fin de sa vie, c'était facile. Maintenant, avec la longévité qu'on a, ben, c'est légitime de rompre. Oui, de rompre et de passer à autre chose, à une autre histoire.